L'élevage a ses hommes de métier. C'est là même sûr qu'il peut compter pour au besoin une autre façon de voir et de faire. Parce que justement, témoin avisé de notre histoire pastorale, tant au niveau politique que coopérationnel, dépositaire d'une grande pédagogie, des échecs comme des succès. Aujourd'hui, nous sommes sur les traces de l'un d'eux. Je m'appelle Abdoulaye Arona Ka. Je suis le président de la Confédération paysanne du Sénégal. Je suis aussi le président de la commission foncière du groupe de dialogue social et politique du Peignan de la CEDEAO. Je suis aussi membre du comité de pilotage du WAP, le programme de la productivité de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO. Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien. Qui est Abdoulaye Arona Ka? Peut-on avoir une idée de son background personnel, de son cursus et de ses humanités? Tout d'abord, je vais démarrer par mes humanités, parce que je suis né dans un patelin, un petit village qui se trouve à 9 km du département de Kébémer. Je suis né, comme tout Peul de bon teint, entre deux troupeaux, entre le troupeau paternel et le troupeau maternel. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire de Kébémer. Je les ai complétées à l'école primaire de Cambérène, où j'ai eu mon entrée en 6e, et je me suis rendu au lycée Van Vollenhoven, l'actuel lycée Lamine Gueye, où j'ai eu mon bac D. Je me suis rendu en France, à Paris, au lycée technique d'Hydro, où j'ai eu mon BTS en électrotechnique, inspecteur en maintenance industrielle. Je suis aussi diplômé en organisation des entreprises. Pourriez-vous nous parler de votre association, de son histoire, son organisation, ses objectifs et ses difficultés? En fait, la Confédération paysanne est une organisation faîtière. Nous avons reçu la dénomination de plateforme avec la Banque mondiale, qui a eu, parce que nous avons eu à subir un diagnostic institutionnel de la Banque mondiale à l'intermédiaire d'une organisation qui s'appelle la FRAO. Et la Confédération est composée de 24 organisations nationales. Parmi ces organisations, il y a des organisations d'éleveurs, il y a des organisations qui tournent autour de l'agriculture, d'autres qui tournent autour des groupements féminins, des organisations de transformateurs, de femmes transformatrices de produits agricoles et autres. En fait, on recherchait la diversité au sein d'une même organisation. Parce qu'on a senti que durant des années, en matière de développement, les gens ont constaté que seule l'agriculture ne pourrait développer la ruralité, ni l'élevage, ni l'écotourisme, ni la pêche. Pour qu'il y ait développement, il fallait une synergie entre les différents secteurs d'activité pour concourir à un développement. C'est la raison pour laquelle on a créé la Confédération paysanne pour regrouper tous les secteurs d'activité qui se trouvent en milieu rural pour concourir à un développement. Vu votre très riche parcours, pouvez-vous nous parler de l'histoire politique de l'élevage au Sénégal, des différentes politiques en la matière depuis les indépendances? En fait, je pars d'un constat qui est très simple. Je pense que depuis les indépendances jusqu'en 2000, il n'y a jamais eu de politique d'élevage sérieuse au niveau du Sénégal. C'est à partir, en fait, parce que antérieurement, en 2000, le budget de l'élevage au Sénégal représentait 1,5% du budget du ministère de l'Agriculture. Parce que l'élevage était une simple direction. Et son budget représentait 1,5% du budget total du ministère de l'Agriculture, ce qui faisait un peu moins de 250 millions. Depuis les indépendances jusqu'en 2000. C'est à partir de 2000
que nous avons tapé sur la table avec le nouveau régime. On en a profité pour crier notre ras-le-bol. On a tapé sur la table et c'est à partir de 2000 qu'on a eu à créer un ministère plein de l'élevage. À partir de là-bas, on a commencé avec un budget d'1,5 milliard. On est monté un chrono et jusqu'à présent, actuellement, on se retrouve avec 8 milliards de budget. Mais depuis les indépendances jusqu'en 2000, on a senti que l'élevage était complètement laissé en rade et c'était le parent pauvre de l'agriculture au Sénégal. C'est à partir de 2000 qu'on a eu à créer un ministère plein. De 2000 jusqu'à présent, il y a 2 régimes qui se sont succédés. Il y a le régime de l'alternance qui avait fait quand même de gros efforts pour sortir ce sous-secteur de l'ornière. Mais quand même, il n'y avait pas de politique hardie pour vraiment faire du concret. Et que cette tâche d'huile continue jusqu'à maintenant. Il y a des problèmes très sérieux. Parce que nous élevons, mais jusqu'à présent, on sent que l'élevage sénégalais ne profite pas aux éleveurs sénégalais, mais ça profite aux éleveurs des pays. C'est ces pays qui nous donnent des vaches, qui nous donnent des moutons de Tabaski. Le lait en poudre aussi, on l'importe. Donc, les éleveurs sénégalais ne profitent pas de leur élevage. En un mot, parce que tous les bêtes qui sont égorgées ici à la Sogat, c'est des bêtes sur pied importées. Sur à peu près 100 bêtes tuées, les 80 bêtes nous viennent de l'étranger. Seuls 20% sont des bêtes sénégalaises. Le taux de déstockage de l'élevage sénégalais est très faible par rapport aux besoins sénégalais en viande. Actuellement, comment voyez-vous les politiques de l'élevage au Sénégal ces dernières décennies? En fait, je viens de dire que depuis les indépendances jusqu'à présent, jusqu'en 2000, il n'y a pas eu une politique d'élevage. Parce que pratiquement, il n'y avait pas de budget. L'élevage consistait à une direction qui n'absorbait que moins de 230 millions du budget du ministère de l'Agriculture. Avec ça, on ne pouvait pas faire grand-chose. Il y a les salaires, le reste, on pouvait absolument rien faire avec. C'est à partir de 2000 que le Sénégal a érigé l'élevage en ministère plein. Et qu'on a commencé à faire des programmes tels que l'insémination artificielle, la culture du fourrage. On a importé même du maïs fourragère de l'Afrique du Sud. Et aussi, on a eu des semences fourragères venues de l'Inde. Hein? C'est à partir de ce moment que les éleveurs se sont sentis vraiment qu'ils ont quelque chose, qu'on respecte au moins l'élevage au Sénégal. Mais bien avant, les bons d'aliments de bétail se monnayaient comme des chèques de banque, avec les organisations phares qui étaient ici, qui s'accaparaient de tout un système. Nous sommes venus, nous avons tapé sur la table et on a essayé de desserrer l'étau. Parce qu'il y avait des barons qui ne voulaient pas que des jeunes rentrent au niveau de l'élevage. C'était des barons qui ont duré ici durant des années et qui, à chaque fois, ils accompagnaient l'État. Bon, mais ils verrouillaient tout. C'est nous, les jeunes, qui sont venus pour briser les amarres, parler de réserve fourragère, parler d'insémination artificielle, parler de santé animale. Maintenant aussi, on a un ministère plein. Bon, il y a des actions qui ont été entamées, mais jusqu'à présent, il reste beaucoup à faire. Parce que avec un cheptel de 3,5 millions têtes de vaches, 3,5 millions ovins et 3,5 millions caprins, on n'arrive pas à s'autosuffire en viande. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas.
On produit aussi durant l'hivernage 235 millions de litres de lait par an. On n'arrive pas à s'autosuffire en lait et on importe du lait en poudre pour une valeur de 90 milliards. Là, ça ne marche pas. Il y a tous ces facteurs donc qu'il faudra essayer de voir. Et que aussi l'élevage, ce n'est pas uniquement les vaches, ni uniquement les moutons, ni uniquement les chèvres. Il y a l'aviculture rurale, il y a aussi l'aviculture industrielle. Bon, je vais vous donner un exemple pour vous dire qu'avec l'élevage, on peut lutter contre la pauvreté, la malnutrition et on peut aussi créer pas mal de choses. Au niveau du milieu rural, lorsqu'on vaccinait la maladie de Newcastle, on avait dénombré 20 millions de poules en milieu rural. Donner à chaque poule 1000 francs. Bien que vous savez qu'une poule, ça coûte au moins 2500, mais donner à chaque poule 1000 francs, ça va faire 20 milliards qui dorment en milieu rural. Les 20 milliards qui dorment en milieu rural, ça veut dire que la pauvreté, elle est relative en milieu rural. Si on prenait une poule sénégalaise pond à chaque fois 12 œufs. Si on prenait les coqs raceurs en France, qui vont faire pondre à nos poules 40 œufs, ça aurait boosté au moins cet patrimoine qui dort en milieu rural plus de 4 fois, au bout de 2 mois, ou 3 fois, 3 à 4 fois. Donc vous voyez que en matière d'élevage, le Sénégal n'est pas pauvre, le milieu rural n'est pas pauvre, mais c'est une question d'organisation. Et aussi, comme je le dis tantôt, présentement, il y a la fameuse théorie qui disait que le monde, présentement, on arrive où les ressources vivrières vont régresser considérablement. Et parallèlement, la population va croître. C'est Malthus qui le disait, la fameuse théorie de Malthus. Les ressources vivrières régressent, la population croît. Comment faire maintenant pour nourrir nos populations? Durant les indépendances, en 1960, le Sénégal faisait une population de 2 500 000 habitants. Actuellement, nous sommes 14 millions d'habitants. Et c'est le même élevage qui faisait nourrir les 2 500 000 qui va nourrir maintenant la population de 14 millions d'habitants. Non. Comment faire? Et pourtant, cet élevage doit faire vivre la population de 14 millions d'habitants. Pourquoi? Pourquoi faire? Il y a la biotechnologie, il y a la science et la technologie. Là où on produisait au moins, où une poule produisait 12 œufs, on peut en faire 40 avec les coqs raceurs. C'est une science. Hein? Là où nos vaches faisaient au moins 400 kilos, au bout de 5 ans, on peut en faire au moins 800 kilos au bout de 2 ans. Il y a toutes ces techniques qu'il faut utiliser, l'insémination artificielle et toute cette technologie. Nous, au sein de la Confédération, on milite pour une nouvelle phase, pour une nouvelle bataille pour le développement de l'élevage. Il faut se départir des vieilles traditions pour changer les choses qui sont là. Et c'est faisable. Et on y croit. Comment voyez-vous le cheptel? Bon, je vous disais tantôt que au niveau des bovins, avec les dernières estimations des statistiques, nous tournons autour de 3 500 000 têtes de bovins. Pour les chèvres et les moutons, nous tournons autour de 7 millions. Vous savez, en France, leur cheptel est estimé à 18 millions de têtes, avec une population de 60 millions d'habitants. Au Sénégal, notre cheptel est estimé à 3 500 000 de têtes de vaches, sans compter les chèvres et moutons, avec une population de 14 millions. Donc pratiquement, nous avons le même ratio, le Sénégal et la France, ils ont le même ratio. Mais la France arrive à s'autosuffire en viande et en produits laitiers, et elle en même exporte à l'étranger.
Mais nous, avec ce qu'on a, avec le même ratio qu'on a au niveau des populations, on n'est pas suffisant, autosuffisant en viande, ni en lait, ni en fromage, ni en beurre, ni en rien. Tout est importé. La viande, je vous disais tantôt que c'est des bêtes sur pied que le Sénégal importe. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas visible. Hein? Parce qu'au niveau de la SOGAS, ils tuent des bêtes. Mais les bêtes qui sont immolées, ce n'est pas des bêtes sénégalaises. C'est des bêtes qui nous sont venues de la sous-région. Sur 100 bêtes immolées, il y a 80 qui sont étrangers. 20 qui sont sénégalais. On a un taux de déstockage qui est très faible au niveau de l'élevage sénégalais. Ceci, c'est un problème. Le lait en poudre aussi, c'est insuffisant, on l'importe. Tout ce qui est produit animalier importé, nous n'avons pas de tannerie au niveau de l'artisanat. Ils vont importer du cuir ailleurs, alors qu'il devait y avoir des tanneries ici au Sénégal pour transformer les peaux. Il devait y avoir aussi des industries de transformation pour booster un peu l'économie sénégalaise, parce qu'au niveau du plan Sénégal émergent, ils ont mis comme des filières porteuses au niveau de l'élevage la viande, le lait et la transformation de cuir et peau. Il faudra donc essayer de valoriser ce truc en créant de petites et moyennes entreprises. Parce qu'en économie, en général, c'est les petites et moyennes entreprises qui drainent de la richesse, donc de la croissance. Là, on n'a pas d'industrie. Il n'y a pas aussi de champions, de sociétés, de grandes sociétés champions, pour drainer de la plus-value au niveau de l'élevage. Tout ça, il y a des problèmes. Les privés aussi, le privé, il rechigne à financer l'élevage sénégalais. Parce que en 2004, il y a eu à peu près des centaines de milliards qui ont été investis, mais au niveau de cette manne financière, l'élevage et la foresterie ne captaient que moins de 2%. Donc, bon, ils rechignent à financer l'élevage parce qu'il n'y a pas assez de garanties, rien n'est viable au niveau de l'élevage. Bon, tout est précaire, la santé est négligée, bon, en fait, les banques en général, s'ils investissent, ils recherchent le profit. Quand ils savent que là où ils mettent leur billes, il n'y a pas assez de profit, et puis c'est aléatoire, bon, ils ne financent pas. C'est la raison pour laquelle, même au niveau du plan Sénégal émergent, on avait créé certains mécanismes de financement pour au moins mettre sur place une banque de développement à l'image de la défunte banque BNDES, qui n'existe plus maintenant. Bon, c'est la BNDE qui est mise sur pied. Mais au niveau de cette banque, l'État est minoritaire avec 25%. Tout le reste, c'est des privés. Ils ont créé le fonds 6, fonds GIP, tout ça pour accompagner les pauvres petits éleveurs et les producteurs qui n'ont pas assez de moyens pour qu'il y ait des projets financés sans garantie. En tant qu'organisation paysanne, comment voyez-vous la relation dynamique paysan-éleveur? En fait, je l'ai dit tantôt parce que le paysan et l'éleveur, il ne doit pas entretenir des relations conflictuelles. Parce que le paysan, il met ses billes dans l'élevage à la fin de ses récoltes. Depuis des millénaires jusqu'à présent, la majeure partie des paysans, quand ils récoltent, s'ils vendent leur récolte, automatiquement, ils se recyclent dans l'élevage. Ils gardent le sou dans l'élevage. Soit ils achètent des moutons, ou bien ils achètent des chevaux. S'ils ouvrent des comptes courants bloqués, ou bien ils achètent une vache ou un taureau. Ils achètent même la volaille, ce qui veut dire que l'élevage, en fait, n'est rien d'autre que la banque de l'agriculture. L'élevage est la banque de la ruralité. Parce que les acteurs du monde rural
ils n'ont pas confiance aux institutions financières, parce que ces institutions ne sont pas faites pour eux. Ils sont faits pour les fonctionnaires ou bien pour les affairistes. C'est la raison pour laquelle quand ils ont un peu d'argent, ils investissent dans l'élevage, ils ouvrent des comptes dans l'élevage. Parce que leur système de financement, le prix approprié, c'est les systèmes de financement décentralisés. Mais les banques classiques qui sont ici, les banques économiques, ne sont pas faits pour les pauvres producteurs. Eux, ils ouvrent des comptes au niveau de l'élevage. Donc, je ne vois pas vraiment de relations conflictuelles. Ce n'est pas de l'intérêt des agriculteurs, ni de l'intérêt des éleveurs. Parce que l'agriculteur, il est éleveur. Et la ruralité, c'est les deux. L'agriculture, l'élevage, la foresterie, tout ce. Voilà. Donc, ils doivent être complémentaires. Aussi, au niveau de nos organisations, une organisation uniquement d'éleveurs ou uniquement d'agriculteurs, ces organisations sont maintenant très rares. Les organisations, elles sont actuellement mixtes. Elles s'impliquent, elles travaillent ensemble. Parce qu'ils ont le foncier ensemble entre leurs mains, ils ont la brousse, ils ont tout. Donc normalement, je ne dois pas avoir de conflit entre les deux entités. Parce que c'est des entités qui se complètent. Vous théorisez l'économie de la ruralité. En quoi consiste-t-elle? En fait, je vous avais dit tantôt que pour développer la ruralité, on ne pourra jamais le faire uniquement avec l'élevage, ni uniquement avec l'agriculture, ni uniquement avec la pêche, ni uniquement avec la transformation. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait au moins une cohérence d'ensemble. Il faut qu'il y ait synergie de tous les secteurs d'activité et ensuite une cohérence d'ensemble entre ces secteurs. Parce que en matière de ruralité, il ne peut pas y avoir de développement séparé. Parce que tout est intégré. Un développement séparé, pour la ruralité, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, durant des années, nous avons demandé aux autorités de nous créer un ministère de développement rural. Il ne peut pas y avoir de partition pour le développement de la ruralité. Tout est intégré. La pêche, l'élevage, l'agriculture, l'environnement, l'écotourisme, ça doit être dans un même sac. C'est mieux de créer des ministères un peu partout et des agences ou des bailleurs de fonds, une multitude de bailleurs de fonds qui tournent autour de 70 bailleurs. Chaque année, ils mettent des milliards dans ces départements. Alors, vous prenez votre voiture, partez en milieu rural, vous verrez que la dèche et la pauvreté, parce qu'il n'y a pas d'impact. Nous voulons quelque chose qui puisse donner au moins, impacter au moins en milieu rural pour changer la donne qui est là-bas, qui n'est que la pauvreté, la dèche, les maladies, n'importe quoi. Alors que c'est eux qui produisent tout. Il ne doit pas être laissé en rade comme ça. Quelles sont les contraintes et les obstacles majeurs? Les contraintes, elles sont nombreuses. Parce que même le climat change. Avec les changements climatiques, avec l'effet des gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le CH4, le méthane et tant d'autres, on n'arrive plus à être, le monde rural n'arrive plus à être ce qu'il était. L'élevage aussi. Parce que ça va impacter sur le cheptel, ça impacte sur l'agriculture, ça impacte sur la faune, sur la foresterie. Parce qu'on nous dit que c'est des gaz à effet de serre qui montent et qui bloquent tout. C'est un processus expliqué par les scientifiques. Ils nous disent que, en général, quand le soleil darde ses rayons sur Terre
Il y a une partie de ces rayons qui est absorbée par la terre. Il y a d'autres une autre partie qui est diffuse dans la nature. Mais il y a une troisième partie qui est transformée en rayonnement infrarouge. Et cette partie qui est censée, qui est censée stabiliser la température terrestre. Mais actuellement, il y a un désastre. Un désastre tel qu'il y a la déforestation. Quand on coupe les arbres, le dioxyde de carbone monte. Il y a les usines qui fument un peu, les usines, les voitures, l'industrie fossile qui brûle et qui laisse partir du dioxyde de carbone. Il y a le CH4, même au niveau de l'élevage est le plus grand pollueur du monde. Parce qu'à travers le monde, on nous dit que l'élevage dégage 7,1 gigatonnes de CH4. Et au niveau même de la Banque mondiale, on essaie de voir comment essayer de rabaisser les 7,1 gigatonnes de trucs. En diminuant, en faisant du fourrage qu'on donne aux animaux. Et sur le plan industriel, essayer de diminuer la production industrielle. Parce que quand les machines sont allumées, il y a du fuel. Hein? Il y a du carburant, tout ça, ça va dégager. Après avoir terminé les productions, hein, ils vont mettre ça dans les camions vont rouler. Ils vont mettre du gazole et ça va dégager aussi du gaz. Tout ça, essayer de voir comment atténuer ceci. Bon, mais pour le moment, nous en sommes là-bas. Il y a aussi, il y a cette contrainte-là de réchauffement climatique, de changement climatique. Il y a la contrainte de financement. Il vous disait que la majeure partie des banques rechignent à financer l'élevage. Parce que peut-être ce n'est pas rentable et c'est risqué. Donc il faudra essayer de voir quelle méthode, comment faire pour financer l'élevage. En plus de cela, aussi, actuellement, au niveau de l'insémination artificielle, il y a un manque de formation des techniciens pour inséminer. Un gars qui n'a même pas le niveau de l'entrée en sixième ne peut pas inséminer et donner des résultats. Même un gars qui a le bac, qui est mal formé, un technicien supérieur, il ne peut pas inséminer et donner, s'il n'est pas bien formé, ça ne peut pas donner des résultats. Au niveau de l'insémination artificielle au Sénégal, nous avons un taux de réussite qui tourne à peu près à un peu plus de 30%. Alors que sur le plan mondial, on nous demande 80 à 90% en Europe. Si ça ne fait pas 80 à 90, on te renvoie. On renvoie le ministre. Mais ici, bon, ça ne va pas du tout. Bon, comment peut-on faire de l'élevage en ne réussissant pas l'insémination artificielle et en ne faisant pas vacciner les animaux? Parce que les animaux, s'ils ne sont pas bien portants, ils ne seront jamais compétitifs. Tu n'auras pas assez de viande, tu n'auras pas assez de lait. Parce qu'actuellement, le marché est ouvert. Au Brésil, hein, il y a des Brésiliens qui nous vendaient de la viande. 1 kilogramme de viande, Brésil jusqu'à Dakar, sorti du port, te revient à 1000 francs. Alors que nous, le kilogramme tourne autour de un peu moins de 3000 francs. Il y a tous ces facteurs. Le lait aussi. Donc, il faudra, nous voulons que notre élevage soit compétitif. Au moins, nous voulons aussi que les éleveurs, au moins, essaient de sortir de l'ornière au niveau de leur situation, de changer, de donner leurs enfants. Il faut que leur fils intègre l'école, intègre la formation et tout ce que ça, mais pour le faire, ce sera très difficile dans ces conditions. Et s'ils n'arrivent pas à joindre le bout. Même pour vendre leurs bêtes, il y a des intermédiaires qui viennent, qui empochent presque plus de sous que l'éleveur devait avoir. Il y a tous ces facteurs-là qu'il faut essayer de changer, de voir et de changer. L'eau aussi est une contrainte. On ne peut pas faire de l'élevage sans eau. Des fois aussi, les terres, il y a des problèmes. Des pistes
où doivent passer les animaux. Des fois, il y a obstruction. Il y a tous ces facteurs-là. Il faut réglementer le foncier, essayer de faire des châteaux d'eau un peu partout pour l'abreuvage. Parce qu'une vache qui fait 30 km pour prendre de l'eau, elle fait aussi encore 15 km pour revenir. Cette vache-là ne peut pas donner le truc escompté, une production escomptée, en viande ni en lait. Il y a donc tous ces problèmes. C'est un chantier vaste. Quels sont les défis à court, moyen et long terme du secteur? Les défis à court, moyen et long terme, c'est l'autosuffisance de notre pays en viande. Il faut aussi les produits laitiers. Il faut aussi s'autosuffire en produits laitiers. Même en ce qui concerne la tabaski, 750 millions de têtes, 750 000 têtes de moutons chaque année. Le Sénégal n'arrive pas à s'autosuffire en moutons. Donc notre problème, c'est avoir des politiques cohérentes de développement de l'élevage pour booster cette... Non, normalement, on ne doit pas manquer de moutons tabaski. On ne doit pas aller chercher des moutons ailleurs. Vous savez, dans les dibiteries, là, dans les restaurants, en général, ils tuent les génisses, là. Des fois, ils tuent que des brebis. Ils tuent des brebis. Tout ceci, c'est des politiques à éviter. Hein. Il faut voir, nous, on sait que parler. On sait que donner des orientations, mais on ne peut pas faire autrement. Le rôle d'une organisation, c'est donner des orientations en vue du règlement de certains problèmes. Si on ne peut pas régler des problèmes, automatiquement, on donne des orientations pour le règlement. Quels sont les enjeux économiques et les perspectives de l'élevage et de la paysannerie? Comment voyez-vous l'avenir de ces secteurs? Les enjeux économiques, il y en a parce que nous perdons des milliards et des milliards par an. Rien qu'au niveau du lait, il y a un gap. Le Sénégal importe plus de 90 milliards en lait en poudre. Parce que tout simplement, nous avons du lait durant l'hivernage, 235 millions, mais ce lait n'est pas compétitif par rapport au lait en poudre. Parce qu'il y a une fiscalité. Le lait sénégalais est trop taxé par rapport au lait en poudre. Au niveau du lait en poudre, il y a même une détaxe, parce qu'eux, ils ne paient que 5% de dédouane. 5% de dédouane. C'est la raison pour laquelle la majeure partie des industries de transformation, ils préfèrent importer du lait en poudre et ne pas utiliser notre lait local. Parce qu'avec le lait local, ils ont trop de problèmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le lait en poudre est beaucoup plus compétitif sur le plan prix et transformation. Tout simplement parce que notre lait est trop taxé. Un jour, nous avons tapé sur la table pour demander à l'État au moins d'enlever la TVA, mais ils nous ont dit que c'est des directives de l'IMOA. Ils ne peuvent absolument rien faire pour la TVA, pour que ce lait soit compétitif, parce que c'est des directives de l'IMOA. Ils ne peuvent pas s'outrepasser de ces directives. La tabaski aussi, ça génère des milliards. Mais malheureusement, il y a une bonne partie de ces milliards qui se retrouvent au-delà des frontières. Ces milliards qui devaient être empochés par les Sénégalais, qui se retrouvent dans d'autres territoires. Hein? Et c'est des éleveurs de ces pays qui s'en frottent les mains. Donc, sur le plan économique, c'est extraordinaire. Hein? C'est un secteur qui marche très bien, qui a un très grand potentiel, mais on n'arrive pas à capter ce qu'on devait avoir parce que la politique ne marche pas comme ça devait l'être. Ça, c'est un problème. Les secteurs peuvent-ils être une réponse à l'emploi des jeunes diplômés et comment? Mais bien sûr, ce secteur-là, ce secteur peut créer beaucoup d'emplois parce que ça peut générer beaucoup de croissance. Rien que les moutons, parce qu'il y a des éleveurs des terrasses, les éleveurs de Dakar là, ils élèvent des moutons, mais c'est des moutons qui sont excessivement chers par rapport à la basse classe. C'est des moutons même qui coûtent 1 million, 1,5 million.
là, ça sort de l'argent. Mais pour ceux qui ont de l'argent à mettre pour fructifier. Mais au niveau des institutions financières, je vous disais tantôt que la majeure partie de ces institutions rechignent à financer le secteur de l'agriculture parce qu'en général, il n'y a pas de garantie. Si vous n'avez pas de garantie, une banque ne vous donne pas de l'argent. Si vous n'êtes pas aussi bien formé, la banque ne peut pas vous donner de l'argent parce qu'elle dira que vous allez gérer très mal les fonds et vous n'allez certainement vous ne rembourserez pas. Il y a tous ces facteurs. C'est la raison pour laquelle, au niveau du plan Sénégal émergent, on avait demandé à ce que le gouvernement nous aide à la formation des producteurs pour une gestion saine et ensuite pour qu'ils puissent présenter des projets au niveau de FONSIS. Hein? FONSIS va couvrir avec FONGIP, il n'y aura pas de garantie, et bon, pour nous accompagner durant quelques années, pour qu'on puisse sortir de l'ornière. Parce que sans cela, on ne peut pas développer un pays sans une banque de développement. Les petits producteurs, là, les banques classiques économiques, ne peuvent pas les accompagner parce que ces banques sont intéressées par le profit. Et c'est l'État qui doit mettre en place cette banque de développement et accompagner les petits producteurs pour qu'il y ait changement au niveau de l'élevage. Quel message lancez-vous? Le message que je lance, c'est que l'élevage de 2017, ce n'est pas l'élevage de 1960. Il faut essayer maintenant de se départir des vieilles traditions. Et j'essaie même de refuter le terme éleveur. On élève quoi? Maintenant, on n'élève que ses enfants. Il y a cette notion d'amour profonde qui fait de telle sorte que on ne parvient pas à décoller jusqu'à présent. Parce que quand on élève ses enfants. Cette notion d'amour-là. Mais nous voulons créer des producteurs en matière d'élevage, des producteurs en matière d'agriculture, qui vont travailler activement pour créer une plus-value, travailler en productivité, produire beaucoup et ensuite transformer. Il ne faut pas produire et vendre ce qu'on a produit. Quand on vend ce qu'on produit, on exporte quand on exporte des débauchés. On vend des débauchés. Même les pays qui nous envoient leur cheptel ici, ces pays-là, les populations de ces pays vont se croiser les mains. Les jeunes et les femmes, ils ne vont rien faire. Mais regardez la SOGAS. On a des milliers d'emplois ici, fort heureusement. Hein? On importe, mais on fait travailler aussi nos fils, nos neveux et nos populations locales. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas prendre l'élevage avec des pincettes. L'élevage en soi est une banque. Cette banque, il faut essayer de la fructifier. Elle peut créer une forte croissance et contribuer au développement de notre pays. Mais aussi, l'élevage aussi, ce n'est pas uniquement les vaches. Il faut essayer de booster aussi les espèces à cycle court, telles que les ovins, hein, les caprins et la volaille. Il y a la volaille industrielle, mais je sais que la volaille rurale aussi, l'État devait mettre le paquet là-bas. On devait mettre l'accent sur la volaille rurale pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Parce qu'on a un patrimoine au niveau, un passif en milieu rural, peut-être qui se chiffre maintenant à 40 millions de poules. Ces 40 millions de poules, on peut booster ce patrimoine en amenant des coqs raceurs. Je vous disais tantôt que la poule sénégalaise pond 12 œufs. Mais avec les coqs raceurs, on cherche 3 coqs raceurs dans chaque village. Les coqs vont de gauche à droite et elles vont faire pondre aux poules locales 40 œufs au lieu de 12. Ça peut booster ce patrimoine et créer une plus-value.
Hein? Donc l'élevage, ce n'est pas uniquement ça. On élève, il y a l'apiculture, hein? Il y a la pisciculture, même le poisson, on élève tout. Donc il faut essayer de diversifier, s'approprier certaines technologies et les diffuser aussi. Voici au terme de notre entretien, Monsieur le Président. Nous vous remercions vivement pour ces profondes réflexions et ces échanges fort instructifs. Tout le plaisir est pour nous parce que vous nous avez permis de parler enfin et de dévoiler notre propre vision de l'élevage au Sénégal.